Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Weekly Bitcoin, notre émission Le Revenu consacré au Bitcoin. Et comme chaque semaine, je suis accompagné d'Alexandre Lézet, le directeur stratégie. Un jour, je vais y arriver. Le directeur stratégie Bitcoin chez Capital B, avec qui nous sommes en partenariat. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonjour Rémi, très bien et toi? Bah ça va super, écoute. Alors on se retrouve comme chaque semaine pour faire le point sur toute l'actualité Bitcoin qui s'est revue passer aux alentours des 66 000 dollars pour cause évidemment d'encore de tensions géopolitiques toujours accrues. Alors qu'est-ce que cette baisse, montre sur les tensions actuelles du marché, de tous les marchés, donc qui concernent aussi le Bitcoin? Oui, effectivement, donc le Bitcoin est en baisse déjà d'environ 2-3% cette semaine et notamment encore aujourd'hui et sur le mois. Mais en fait, finalement, sur un mois, ce qui compte, c'est d'observer que le Bitcoin, oui, est en baisse de 2%, mais l'or est en baisse de 15%. Et donc, ce qu'on avait rappelé les dernières semaines, c'est que de toute façon, le Bitcoin est dans un contexte quand même relativement baissier, même si c'est historiquement des pourcentages de baisse qui sont tout à fait normaux, voire même moins élevés que dans le passé. Là, on est autour de moins 60%, alors que dans le passé, on a connu des baisses de moins 70, moins 80. Donc, de manière générale, historiquement, le Bitcoin a l'habitude de faire ce type de mouvement relativement fort, hein, de volatilité à la baisse sur une année en particulier, qu'on appelle le bear market en général, le marché baissier. On peut débattre sur le fait que c'est un marché baissier, effectivement, comme le rappelait Yves Chefati, compte tenu de la volatilité historique qui est quand même de l'ordre de 60% par an, et donc ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait anormal, et même pas anormal du tout. En revanche, effectivement, il y a des tensions géopolitiques qui font que les marchés sont particulièrement volatiles en ce moment. Il faut plutôt observer ça comme une opportunité dans un contexte de marché où il n'y a plus de touristes, un marché où il y a davantage de peur que d'espoir sur le futur de manière générale, et un marché où les investisseurs de long terme ont des opportunités qui sont tout à fait significatives sur le long terme et dont il faut bénéficier. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, il y a quelques sociétés qui continuent d'acheter du Bitcoin, il y a quelques individus qui continuent d'acheter du Bitcoin, et ces individus-là, ces sociétés-là, historiquement, ont été celles qui ont fini avec le plus de Bitcoin. Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Si la thèse d'investissement du Bitcoin est inchangée, c'est-à-dire une rareté absolue comparée à une offre de monnaie fiat infinie, eh bien ça n'a pas changé. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, il faut rester solide sur ses appuis pour les investisseurs et envisager le futur avec une approche de long terme afin finalement de tirer avantage de cette période d'incertitude générale qui se conclura probablement par une nouvelle phase haussière ensuite. Et donc, il y a des investisseurs qui vont préférer attendre, d'autres qui vont préférer en tirer parti. Et tout ça dépend en fait de la préférence temporelle de chacun. Ah, je pense qu'on a perdu Rémi. Donc, je vais continuer. Entre-temps, je pense que ce qu'il faut noter, c'est que dans un contexte de marché baissier, ce qu'on observe souvent historiquement, c'est des événements de capitulation. On en a déjà observé quelques-uns avec, effectivement, il y a quelques semaines, une première capitulation avec du leverage, des éléments de levier sur le marché qui ont lâché. Et là, on voit quelques sociétés dans le domaine du Bitcoin qui commencent également à vendre du Bitcoin. Donc, comme Mara et comme la stratégie de GameStop qui est un petit peu différente, mais dont on parlera juste après. Je vais faire une petite pause en attendant que Rémi revienne.
Excuse-moi Alexandre, je suis de retour. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Petit Est-ce problème de qu'on est en caméra, live? c'est la... Ouais, ouais, toujours. C'est la magie du D'accord, direct, comme on ça dit dans marche. la télé. Bah, merci d'avoir comblé, merci de nous avoir Voilà. donné ces actualités sur les bitcoins, Treasury et compagnie. Je sais que Capital B aussi avait fait une levée de fonds et racheté quelques bitcoins pour profiter de ces opportunités de marché. Donc en effet, tu l'as dit, c'est Mara Holdings qui s'est aussi servi de ces bitcoins pour racheter de la dette, il me semble. Il a vendu du coup des BTC, mais c'est des fonds qui cherchent, qui servent principalement à racheter des billets convertibles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Oui, leur stratégie? donc pour préciser, hein, en fait, Capital B est totalement indifférent au prix du Bitcoin, hein. On achète, on a la chance de pouvoir continuer à acheter dans un marché baissier, et c'est bien un avantage. En revanche, en fait, notre stratégie ne change pas, qu'il s'agisse d'un marché baissier ou haussier. Nous accumulons de manière tout à fait systématique. Compte tenu effectivement de ce contexte-là, on observe que Mara a choisi, Mara qui est le plus gros mineur de Bitcoin coté en bourse aux États-Unis, a choisi pour une partie de ses obligations convertibles qui avaient des termes à horizon environ 2030, a choisi d'en rembourser certaines pour un discount de 9%, c'est-à-dire un rabais de 9% sur le prix, et a choisi d'utiliser une vente de Bitcoin pour faire ce rachat. Et donc, c'est une catastrophe de manière générale, hein, sur le long terme pour cette société, puisque en fait, quand on vend du Bitcoin, eh bien, on ne le revoit plus. C'est très difficile d'accumuler du Bitcoin. Il y a une course mondiale pour plus de Bitcoin. Mara est en train de vendre du Bitcoin pour racheter du papier. Alors, ils mettent en avant que ils réduisent leurs dettes et que ils ont un rabais sur ce rachat. Et alors, le marché a souligné qu'il y avait eu une augmentation de 10% des actions de Mara suite à cette opération. Alors, je tiens à souligner deux choses. La première, c'est que ça ne veut rien dire, puisque en fait, les actions peuvent augmenter pour une raison toute simple, c'est que quand une société a des investisseurs convertibles institutionnels, il se peut que ces investisseurs aient des positions short de vente à découvert ouvertes, et donc quand il y a le remboursement, eh bien, ils se rachètent, mais ça ne veut pas dire que le marché applaudit l'opération. C'est tout simplement quelque chose de relativement mécanique. La deuxième chose, c'est que à tout jamais, Mara vient de perdre 15 000 bitcoins, et que ces 15 000 bitcoins, eh bien, ils vont pas revenir comme ça, et que bien la valeur sous-jacente de la société a été diminuée de manière relativement tragique. 15 000 bitcoins, c'est tout à fait significatif. C'est quelque chose c'est un nombre de bitcoins qui place en tant que tel dans le top 20, voire top 10 au fur et à mesure des plus grandes sociétés détentrices de Bitcoin. Capital B aujourd'hui est dans le top 30 et on a vu qu'on a augmenté des rangs dans ce classement, non seulement par notre accumulation, mais plus récemment de manière assez impressionnante par des sociétés qui décident de se retirer globalement. Donc on a vu que Sequence avait vendu du Bitcoin, hein, précédemment. Et on a vu que GameStop, de son côté, a décidé de placer des bitcoins dans une autre stratégie de vente de call options, donc on pourra en parler juste après. Mais on voit que de manière assez systématique, en fait, il est tout à fait important pour une société, oui, de continuer à accumuler, mais de ne pas oublier le principe numéro un, qui est de ne pas vendre le bitcoin en question. Mhm. Et pour la raison toute simple que oui, Mara peut mettre en avant des avantages court-termistes, parce qu'ils veulent se repositionner sur l'IA, etc. Mais que sera l'IA dans 5 ans? Et dans quelle mesure une société pourra en bénéficier? Eh bien, personne n'a la réponse. En revanche, on peut avoir la réponse sur que sera le potentiel du Bitcoin dans 5 ans, dans un contexte
où l'IA est en train de transformer les différents secteurs de l'économie et qu'il y a des tensions géopolitiques qui, dans les deux cas, vont nécessairement mener à beaucoup plus d'impression monétaire, eh bien, on sait que le Bitcoin est une rareté absolue et donc qu'il est tout à fait rationnel de le conserver. Donc le choix de Marat, bien qu'il puisse être justifié d'un point de vue purement fiat par la société, est un événement relativement tragique pour une société cotée qui était la deuxième détentrice de Bitcoin au monde et qui devient désormais la troisième. Et il est tout à fait possible qu'il ne redevienne jamais le deuxième détenteur de Bitcoin au niveau mondial. Or, c'est la chose la plus importante. Marat mine du Bitcoin et il décide de le vendre. C'est comme, si vous voulez, les mineurs d'or qui vendent l'or qu'ils minent. Personne ne se rappelle d'eux. Ils ne sont pas parmi les sociétés les plus importantes du monde. Et l'histoire pourrait être relativement différente s'ils conservaient une matière rare au fur et à mesure du temps. Et la raison pour laquelle ils ne la conservent pas, c'est parce que l'or n'a pas une rareté absolue, n'a pas une possibilité d'être transféré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à travers les frontières, et donc n'a pas non plus ce niveau d'intérêt sur les marchés financiers avec une volatilité et une accessibilité au trading de la même manière directe que le Bitcoin. Et donc, c'est pour ça que le Bitcoin est beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de conserver le Bitcoin sur son bilan. Et c'est aussi pour ça que, de manière générale, Capital B, dès le départ, a bien précisé que les principes de sa stratégie sont de lever du capital, d'accumuler du Bitcoin, de conserver le Bitcoin et de ne pas perdre ni ne pas vendre le Bitcoin parce que c'est un trésor de guerre qui est le plus précieux au monde et qui est celui qui s'apprécie le plus dans le temps à condition d'être en mesure de soutenir des événements de marché, de volatilité sur des courtes périodes comme on peut l'observer aujourd'hui. Et ces courtes périodes sont précisément les moments où il est le plus intéressant d'acheter du Bitcoin et justement de ne pas le vendre. Et alors, en effet, peut-être que pour le marché, c'est mieux qu'ils aient fait cette vente-là et plutôt qu'en plein high durant un bull run. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être voir voilà, la différence entre une société qui, malgré qu'elle soit une treasury company, mine du Bitcoin et donc peut-être peut de temps à autre mettre ses convictions peut-être un petit peu de côté par rapport à une Bitcoin treasury company qui est Bitcoin maxi pour toujours et va garder son Bitcoin précieusement. Parce qu'on Oui. sait en plus que le minage devient de plus en plus compliqué. Donc, comme tu l'as dit, c'est des Bitcoins qu'ils ne reverront sûrement jamais. Oui, alors en fait, même sur un standard purement fiat, hein, si on oubliait les principes du Bitcoin qui sont absolument simples, qui sont de conserver le Bitcoin tout simplement, d'un point de vue purement fiat, en dollars, eh bien l'opération est catastrophique puisqu'ils ont contracté une dette au plus haut pour acheter un actif et le vendre au plus bas. C'est vraiment acheter quand les prix sont élevés, vendre quand les prix sont bas. Donc voilà. Ensuite, je ne suis pas là pour critiquer une autre société. Ils ont fait un choix qui leur correspond et qui correspond certainement à une partie de leur base actionnariale qui peut-être pousse pour que Marat aille plutôt vers le secteur de l'IA. Mais en fait, aller vers le secteur de l'IA, c'est prendre un pari qui est à comparer avec le pari du Bitcoin. Et le pari du Bitcoin, en fait, quand on comprend comment est structuré le Bitcoin, eh bien, il est beaucoup moins risqué sur le long terme que le pari de l'IA. Qui seront les vainqueurs de l'IA? Force à la personne qui est capable de faire cette prédiction dans les 3 à 5 prochaines années. Et en tout cas, bonne chance à Marat. Hein. J'espère qu'ils auront la capacité de réaccumuler 15 000 bitcoins. Et peut-être qu'ils avaient des difficultés dont on n'a pas connaissance. Hein. Donc voilà. J'espère qu'ils auront la capacité de revenir en force et de reconsidérer cette stratégie-là.
Et ben, on leur souhaite tout le succès qu'ils méritent. Et donc, tu en parlais. Alors, GameStop, quant à eux, ont fait une stratégie totalement différente. Ils se sont servis de leurs réserves de Bitcoin. Ils en ont transféré environ 4700 pour les utiliser comme collatéral chez Coinbase Prime. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer leur geste à eux? Qu'est-ce que c'est que cette stratégie pour GameStop? Oui, il y a une stratégie qui s'appelle de covered call, qui en fait, en bon français, veut dire qu'on vend à quelqu'un d'autre l'option d'acheter un actif dans le futur à un prix prédéfini. Et dans ce cadre-là, GameStop dispose de Bitcoin et vend des options à d'autres investisseurs d'acheter ce Bitcoin à un prix prédéfini dans le futur. Et donc, GameStop prend le risque que si ce prix prédéfini dans le futur est atteint, ils doivent se séparer du Bitcoin contre un petit intérêt en dollars, mais en échange de devoir se séparer du Bitcoin. Donc, c'est une stratégie qui, dans le cadre de vente d'options ou de vente d'options d'achat ou de vente, d'ailleurs, ça peut être fait dans les deux sens, qui a été mise en place, par exemple, d'une autre manière par Metaplanet. Metaplanet, qui est l'entreprise leader de Bitcoin Treasury Company en Asie, au Japon, qui, elle, adopte cette stratégie d'une autre manière, mais surtout, de manière très importante, qui ségrègue sa trésorerie principale, à laquelle il ne touche pas, de la trésorerie séparée, qui représente 5 à 10% maximum des capitaux qu'il lève, pour allouer ces 5 à 10% à une stratégie un petit peu différente de génération de revenus grâce à la vente d'options au-dessus du Bitcoin. Là, ce qui est fondamentalement différent dans la stratégie de GameStop, c'est que GameStop, déjà, n'avait prévenu personne qu'ils allaient faire une telle stratégie. Et d'autre part, qu'ils utilisent l'intégralité de leur Bitcoin. Donc, ils sont passés de plus de 4000 Bitcoins à 1 Bitcoin, ce qui est également tragique. Ceci étant, c'est un petit peu moins tragique dans le sens où ils n'ont pas perdu les Bitcoins, ils n'ont pas vraiment vendu, ils les mettent à risque. Et donc, si jamais leur stratégie fonctionne, ils vont récupérer leur Bitcoin plus les profits générés avec. Ils utilisent Coinbase Prime, qui est quand même un acteur reconnu dans le domaine. Et en revanche, si cette stratégie ne fonctionne pas, ils récupéreront un petit profit en dollars, mais ils auront perdu leur Bitcoin. Donc, cette stratégie-là est catastrophique sur plusieurs plans. La première, c'est que la transparence vis-à-vis de l'actionnariat n'est pas tout à fait optimale, hein. J'emploie un euphémisme. Ils n'ont prévenu personne qu'ils allaient engager une telle stratégie. Ils l'ont faite et ils l'ont annoncé après. Et après, ils ont en plus mis l'intégralité des bitcoins dedans. Donc, ensuite, c'est une stratégie qui peut être légitime hein, d'un point de vue d'une trésorerie corporate. Ceci étant, c'est quand même beaucoup de risques qui sont pris en mettant l'intégralité du stock de Bitcoin. Alors, à nuancer que, en fait, ils ont quand même mis des prix d'options qui sont largement en dehors de la monnaie, ce qui signifie que c'est largement un prix qui est beaucoup plus élevé que le prix actuel, au-dessus de 100 000 dollars, alors que les prix du Bitcoin actuel sont autour de 60 000 dollars. Donc, les risques sont quand même relativement limités, mais il y a un risque. Le deuxième risque, c'est qu'ils prennent un risque de contrepartie additionnel, puisque, effectivement, ils mettent ça en conservation chez Coinbase Prime, mais d'une manière qui est quand même pas le même type de conservation qui ne bouge pas du tout dans le cadre d'une conservation auprès d'une banque sans stratégie de ce type-là. La bonne manière d'envisager ce type de stratégie, si une société désire implémenter une stratégie de ce type-là, c'est de prendre plutôt l'exemple de Metaplanet qui d'abord a une transparence totale vis-à-vis de ses actionnaires par rapport à sa stratégie, dès le départ, dès le moment des levées de capitaux. Et la deuxième, ou avant en tout cas de mettre en place une telle stratégie, et la deuxième, c'est quand même une segmentation de ces stratégies avec un pourcentage relativement limité qui permet de ségréguer, de limiter
le risque lié à cette stratégie. Donc, en tout cas, on peut relever, si on devait prendre une note positive, que ça dénote quand même qu'il y a aussi de l'innovation, il y a des essais, on va dire, dans l'écosystème. Il y a du bon, du moins bon. Là, on a plutôt deux exemples de moins bons, Mara, GameStop, mais ça arrive et ça permet aussi de distinguer davantage les sociétés qui ont une stratégie plus conservatrice, plus institutionnelle, plus orientée long terme, comme Stratégie, comme Metaplanet, comme Capital B, par exemple, comme SmarterWeb au UK, comme Orange BTC au Brésil, etc. Donc, en fait, c'est tout à fait typique d'un bear market, d'un marché relativement baissier en tendance sur le court terme, où des sociétés tendent à capituler, où des sociétés tendent à, disons, aller vers ce qu'on appelle en anglais des shiny objects, c'est-à-dire d'être distrait par des nouvelles attractions court-termistes qui semblent intéressantes, mais qui en fait font porter des risques supplémentaires non nécessaires et distrait d'un objectif qui est beaucoup plus intéressant, qui est celui en fait d'utiliser du Bitcoin sur son bilan comme collatéral sur le long terme pour émettre des produits de crédit digital, c'est-à-dire des produits de type dette ou dette équivalent sur le très long terme, qui permettent à une société d'augmenter le nombre de Bitcoin par action au fil du temps d'une manière maîtrisée, d'une manière réfléchie, et d'une manière qui limite les risques avec une approche de très long terme et surtout une conviction très ferme sur cette stratégie de long terme de la société et, je pense, le plus important, une clarté et une transparence vis-à-vis de la base actionnariale de la société, qui est la base de toute entreprise. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une opportunité en fait pour Capital B en réalité d'augmenter à nouveau dans les rangs, puisque GameStop est passé du top 15 environ de mémoire ou 20 à quasiment le bas de la liste, puisqu'ils sont à 1 Bitcoin aujourd'hui. Alors je leur souhaite également de revenir en force et d'essayer de comprendre à un moment donné l'actif qu'ils détiennent. Quand on comprend le Bitcoin, on fait vraiment attention puisque, en fait, il faut traiter le Bitcoin qu'on détient comme s'il valait déjà plus d'1 million de dollars. Et quand on se rend compte de ça, eh bien, on arrête de penser que certaines autres opportunités pourraient être plus intéressantes. La meilleure opportunité, c'est de détenir un actif à l'actif d'une société et d'y accorder le plus d'attention pour la bonne conservation sécurisée institutionnelle de cet actif par des acteurs bancaires régulés. Et de l'autre côté, d'avoir une approche, oui, relativement offensive et relativement innovante, mais sur la partie de l'émission de crédit sur le long terme, qui est l'avantage concurrentiel particulier d'une société cotée. Et c'est ça qui fait la différence sur le long terme et qui permettra, et qui a déjà permis à Stratégie d'être la société mondiale la plus performante l'année dernière, à Metaplanet également et à Capital B également. Et ça, c'est en revanche accessible aux investisseurs qui ont une approche de long terme. Alors, en effet, j'ai l'impression aussi que dans ces bear markets, on voit aussi que le marché devient peut-être aussi plus sain, puisque j'imagine que des investisseurs qui étaient largement investis dans GameStop ou Mara ont été peut-être un peu surpris de ces décisions-là, et donc vont venir peut-être investir justement dans des Bitcoin Treasury Company qui sont plus bullish sur le long terme, où ils savent très bien qu'il n'y aura pas de changement de décision et que la conviction sera toujours la même, peu importe le marché, peu importe les dettes, peu importe les shiny objects comme l'IA, en effet, parce que plein d'investisseurs n'avaient peut-être pas envie d'investir dans l'IA et s'y voient, entre guillemets, forcés, disons, par les entreprises dans lesquelles ils sont investis.
Et alors, j'ai juste une question sur le prix target qu'a mis GameStop. Tu t'as dit c'est entre 105 000 et 110 000 dollars, c'est ça? C'est sur quelle durée de temps? À quel moment ils vont potentiellement perdre ces bitcoins quand ils seront vendus? C'est sur quelle longueur de temps? Oui, alors on sait qu'il y a certaines stratégies qui devraient arriver à échéance très prochainement, certaines ventes d'options qui devraient arriver à échéance très prochainement et donc qui devraient gagner un petit peu d'argent avec ça. Et en fait, on ne peut pas dire qu'il y a une durée très spécifique à un moment donné ou tout le temps, puisqu'en fait, cette stratégie-là, elle évolue au fur et à mesure du temps. Il se peut qu'ils aient mis des durées de 3 semaines, il peut qu'ils décident ensuite de mettre des durées de 3 mois. En fait, c'est plutôt la gestion du risque de la société. Typiquement, ces ventes de call sont plutôt réalisées à des durées relativement courtes pour minimiser le risque. Parce que pour la société, le risque est plus bas si la durée est plus courte, parce qu'il y a quand même moins de probabilité que le Bitcoin aille vers 100 000 dollars dans 3 semaines que dans 3 mois, que dans 3 ans. Et donc, plus la durée est longue, plus la société prend du risque et plus elle est rémunérée. Plus la durée est courte, plus la société GameStop prend moins de risques et est moins rémunérée. Donc, c'est cette balance-là qu'ils cherchent à atteindre. Et a priori, de ce que j'ai compris, c'est plutôt des durées relativement courtes et relativement conservatrices. Mais bon, GameStop est quand même coutumier des stratégies peu conservatrices, donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas miser trop sur ce conservatisme. Euh, je voulais juste rappeler que, en fait, je ne dis pas que l'IA en tant que telle est un shiny object. Mhm. Je dis que la meilleure manière de s'exposer à la croissance de l'IA, c'est d'acheter du Bitcoin. Parce qu'en fait, il va y avoir très peu d'entités qui vont vraiment bénéficier de l'IA. On l'a vu avec la digitalisation de l'économie, il y a uniquement 7 sociétés qui en ont vraiment bénéficié, c'est les Magnificent Seven, donc Google, Microsoft, Tesla, etc. Et ça va être relativement similaire potentiellement sur cette nouvelle phase de l'IA. Personne ne peut savoir dans 5 ans qui seront les grands vainqueurs en fait de l'IA. Il y a des nouvelles innovations tous les jours. Au début, c'était uniquement ChatGPT, après c'est Claude, après c'est X, Y, Z. En réalité, on ne peut pas vraiment déterminer qui économiquement va vraiment bénéficier de toutes ces innovations. Il se peut également qu'elles soient rachetées par des sociétés existantes, etc. Oui, ce qui est Comme on souvent l'a le vu cas par d'ailleurs, exemple en effet. entre ChatGPT et Microsoft, etc. Et donc en fait, ce qu'on sait en revanche, c'est que l'IA, les vainqueurs de l'IA vont absorber énormément de valeur et que cette valeur-là a vocation potentiellement à générer davantage de flux vers le Bitcoin, soit parce que les personnes qui auront généré de la valeur avec l'IA vont choisir le Bitcoin comme valeur de réserve puisque c'est la seule rareté absolue au monde qui est globalement adoptée, et soit parce que la vampirisation des profits par les acteurs de l'IA comparé au reste de l'économie peut créer une forme d'événement déflationniste avec des emplois qui peuvent de manière momentanée pardon, être réduits, soit parce que les prix baissent et créent des difficultés pour les entreprises pour générer des profits. Et en fait, l'économie réelle pourrait avoir certaines difficultés, et je ne parle même pas des événements géopolitiques qui font que le coût du pétrole et des matières premières est en train d'augmenter de manière significative et donc les pouvoirs d'achat sont réduits. Donc sur le court terme, quand le pouvoir d'achat est réduit, ça veut dire que les actifs à forte croissance peuvent baisser sur le court terme, comme on le voit aujourd'hui sur le Bitcoin. Et ce que ça entraîne, c'est un déséquilibre gigantesque derrière entre cette difficulté de pouvoir d'achat et les demandes qui sont faites aux membres des gouvernements de compenser cette baisse de pouvoir d'achat par plus d'impression monétaire. Et on peut le voir par rapport aux élections politiques, où on voit de plus en plus de revendications d'augmentation d'impôts,
de revendications, d'avoir plus d'aide des gouvernements pour les populations en difficulté. Et en fait, tout ça, on pourrait débattre pendant des heures de savoir si c'est bon ou mauvais. La réalité, la conséquence ultime, c'est que le statu quo sera nécessairement de répondre à cette difficulté par plus d'impression monétaire, plus de dettes et plus de liquidité dans les marchés pour compenser ces difficultés. Et ce plus de liquidité, in fine, va se retrouver dans les actifs les plus rares, les plus précieux. Et le roi dans cette catégorie, c'est le Bitcoin. Et donc, pour bénéficier, pour se protéger à minima de ces événements qui ne sont pas à prédire, mais qu'on voit sous nos yeux, la meilleure manière, eh bien, c'est d'accumuler le plus de Bitcoin possible pour être en mesure d'être également dans une des meilleures positions au monde lorsque justement ces événements se matérialiseront en plus d'impression monétaire et en plus de valorisation pour ces actifs rares. Et à ce moment-là, les sociétés, les individus qui auront accumulé le plus de Bitcoin seront les grands vainqueurs de l'IA. Alors, en effet, ça paraît sensé ce que tu dis, puisque alors en effet, l'IA n'est pas un shiny object, mais disons que voilà, c'est un marché plus jeune que le Bitcoin, dont tous les acteurs ne ressortiront pas vainqueurs et que seuls certains auront du succès dans cette course à l'IA. Et évidemment, ce lien évident entre le Bitcoin et la technologie depuis toujours, parce que c'est très corrélé et qu'en effet, sûrement que... Enfin, et c'est déjà le cas, j'imagine que tout ce marché d'IA ruisselle aussi sur le marché et l'écosystème du Bitcoin et que c'est plutôt une bonne nouvelle et que le Bitcoin restera, comme tu l'as dit, le roi de ces actifs rares. Alors justement, tu parlais un peu de politique et nous voilà avec une bonne nouvelle côté des États-Unis, puisque le gouvernement cherche à réaliser une intégration du Bitcoin dans les fonds de retraite, les fameux 401K aux États-Unis. Donc ce serait plutôt une très bonne nouvelle pour une adoption plutôt massive du coup aux États-Unis. Oui, alors les 401K, les 401K, comme tu dis, effectivement, sont l'équivalent des PEA en France ou des assurances-vie en France. Et c'est comme si aujourd'hui le président de la République française signait un décret pour autoriser l'autorisation vraiment formelle d'acheter du Bitcoin au sein du PEA. Donc c'est tout à fait positif pour l'adoption de cette classe d'actifs aux États-Unis. Il faut noter que c'était déjà possible en fait d'avoir des expositions au Bitcoin dans le 401k aux US, mais il y avait une alerte des autorités en disant attention, c'est un produit extrêmement risqué, etc. Enfin les pires préventions possibles. Et là, en fait, ce que ça vient faire, c'est de retirer ces classifications d'actifs extrêmement risqués et ça vient tout simplement traiter le Bitcoin comme un actif comme un autre. Donc ça, c'est une excellente nouvelle qui va permettre à beaucoup de fonds de gestion et à beaucoup de particuliers d'être rassurés ou de lever des barrières d'ordre politique au sein des mandats de gestion pour avoir beaucoup plus de flux vers le Bitcoin. Et il y a une deuxième très grande nouvelle qui a émergé aux États-Unis également. C'est un partenariat entre Coinbase et Freddie Mac, qui est en fait un des plus gros acteurs de l'immobilier et des prêts pour acheter de l'immobilier aux États-Unis, et qui va permettre à tout individu de faire le dépôt pour pouvoir faire un prêt immobilier avec des cryptoactifs et bien entendu notamment avec du Bitcoin et avec une précision extrêmement importante qui est que pour la première fois, les particuliers vont pouvoir déposer du Bitcoin en collatéral pour faire un apport immobilier, mais que pour la première fois, même si le Bitcoin baisse, Coinbase ne liquidera pas les positions et ne fera pas qu'il y ait un effet négatif immédiat sur cet apport-là, cette collatéralisation-là.
Et donc, c'est un événement majeur puisque Coinbase vient vraiment faciliter ici, avec ce partenariat, l'apport en Bitcoin sans avoir à vendre le Bitcoin. C'est-à-dire que les particuliers, en fait, vont mettre, je donne un exemple simple, hein, ils vont mettre 3 Bitcoins pour emprunter un d'équivalent en dollars pour pouvoir faire cet apport immobilier pour emprunter 5, 10 auprès de leur institution financière. Et donc, Coinbase ici va jouer un rôle vraiment majeur dans cette intégration de Bitcoin, non seulement dans l'écosystème financier traditionnel, mais maintenant dans l'écosystème immobilier traditionnel. Et finalement, on voit à nouveau ici une importance gigantesque de ne pas vendre le Bitcoin, puisque les détenteurs de Bitcoin vont être en mesure de faire des emprunts immobiliers sans avoir à vendre leur Bitcoin à nouveau. Et ça, c'est encore une grande avancée. Alors, il faut noter que si ces apports sont faits en stablecoin dollar, Coinbase prêtera jusqu'à environ 75% du montant apporté, alors que si ces apports sont faits en Bitcoin, Coinbase prêtera environ un tiers des montants apportés. Mais c'est déjà tout à fait significatif, hein. C'est vraiment une avancée majeure. Et quand on connaît quand même la taille du marché de l'immobilier qui est de 300 trillions, c'est là encore une avancée nouvelle dans l'entrée de Bitcoin dans un nouveau marché. Et c'est quelque chose qui est massif puisque précédemment, les investisseurs en Bitcoin qui voulaient faire un apport immobilier et qui n'avaient que du Bitcoin devaient vendre un petit peu de Bitcoin. Et là, ça retire à nouveau un nouvel élément de pression vendeuse sur le marché. En fait, on va se retrouver dans 5 ans dans un marché où personne ne voudra ni n'aura à vendre de Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement haussier en termes de perspective pour le Bitcoin, parce qu'il va y avoir de moins en moins de Bitcoin à vendre en fait sur le marché, et que personne n'aura envie de vendre son Bitcoin, même les personnes qui en auraient eu besoin dans le passé. Donc une manière de diversifier déjà l'épargne retraite de millions d'Américains. Donc c'est assez excellent puisque ça montre en plus que voilà, le Bitcoin est un actif qui peut être considéré comme de l'épargne, comme presque une valeur refuge, comme on l'a souvent dit ici. Et en effet, comme tu dis, ça va presque sécuriser la supply du Bitcoin entre de bonnes mains et permettre à plein d'Américains de s'en servir comme collatéral sans avoir à les vendre. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, c'était déjà dans les tuyaux depuis l'été 2025, c'est ça? Et là, ça se confirme et ça risque d'être adopté prochainement. Est-ce que où ça en est de la validation de tout ça? De ce que j'ai compris, le décret a été signé, donc ensuite c'est juste des processus de mise en place, d'application, etc. En général, ça prend quand même quelques mois, voire un an environ, ce type de choses à se mettre en place. Mais ça peut également avoir un effet immédiat, hein, puisqu'en fait, à partir du moment où il y a un décret de ce type-là, il y a déjà des fonds de pension, étant donné que c'était déjà relativement autorisé, qui vont être en capacité déjà d'engager des processus. Donc, les effets sont déjà présents. Disons que l'application effective a moins d'importance. Et alors, petite question, est-ce que tu penses, puisque du coup, vu que c'est pour des épargnes retraite, j'imagine que c'est pour des personnes d'un certain âge aux États-Unis, est-ce que tu penses que l'effet sur le marché va se voir tout de suite ou est-ce que ces personnes plutôt âgées qui généralement préfèrent la pierre ou les actifs un peu plus sécurisés selon leur point de vue, est-ce que tu penses que beaucoup d'Américains vont se lancer dans cette aventure du Bitcoin malgré leur âge plutôt avancé? Je pense que tous ces éléments, en fait, de la même manière que toutes les opérations et les avancées qu'on fait en ce moment dans le domaine des Bitcoin Treasury Companies, en fait, va avoir un effet décalé. C'est-à-dire que là, cette période entre 2026-27 est un moment où tous les canaux d'adoption du Bitcoin institutionnel et tous les câblages sont en train de se faire pour permettre
en fait que le prochain cycle haussier du Bitcoin soit dans des ordres de magnitude complètement différents. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'investisseurs extrêmement surpris de la vitesse à laquelle nous allons nous diriger vers des niveaux proches de 1 million de dollars. En fait, aujourd'hui, toutes les institutions financières sont en train de se préparer à ce prochain cycle. Toutes les sociétés cotées sont en cours de discussion avec beaucoup de banques d'investissement, beaucoup de départements de recherche au sein des asset managers les plus grands du monde, et que tous ces éléments de préparation vont poser les fondations d'un cycle qui va beaucoup surprendre en réalité. Tu sais, Rémi, la dernière fois que c'est arrivé, je pense que c'est une bonne comparaison. En 2017, il y avait déjà des premières institutions qui étaient arrivées sur le Bitcoin, mais elles sont vraiment arrivées à partir de 2021. Et le Bitcoin, en fait, il est passé de 3 000 dollars à 60 000 dollars, ce cycle-là. Et ça représente une performance de x20. Si on devait reprendre ce type de performance et qu'on était à un plus bas dans ce cycle entre 30 000 et 60 000 dollars, eh bien, ça voudrait dire qu'il est possible, théoriquement, de refaire à nouveau un x20. Parce qu'il y a tous ces câblages qui sont en train d'être mis en place. Et la prochaine fois qu'il y a un cycle haussier, l'ensemble des retraités américains vont pouvoir acheter sans limite le Bitcoin. L'ensemble des personnes qui vont vouloir faire un apport immobilier n'auront pas à vendre leur Bitcoin. L'ensemble des institutions qui vont vouloir acheter des Bitcoin Treasury Companies auront la capacité de le faire parce qu'ils en auront eu l'autorisation pendant le dernier marché baissier. Et ce que ça va faire potentiellement, c'est qu'on va observer un nouveau x10, x20, et qu'on pourrait passer sur le Bitcoin. C'est une possibilité, hein. C'est pas une certitude, bien entendu. On pourrait passer à nouveau de 30 à 60 000 dollars vers justement 300 000 dollars, 600 000 dollars le Bitcoin, et voire plus. Et je ne parle même pas des Bitcoin Treasury Companies qui ont un bilan extrêmement solide avec une vision long terme, des maturités de levier sur 5 ans qui sont plus longues que le temps nécessaire pour ce type de cycle haussier à nouveau, et qui peuvent amplifier en plus ces mouvements à la hausse potentiels que je viens de mentionner. Maintenant, le prix à payer, eh bien, c'est le prix de la patience, c'est le prix de la recherche pour se faire sa propre conviction et ne pas dépendre des analyses d'autres personnes. Et pour ce faire, j'invite vraiment fortement à consulter tout simplement l'historique des prix du Bitcoin sur un graphique qu'on appelle logarithmique, c'est-à-dire qui permet de voir les hausses du Bitcoin sans avoir cet effet exponentiel de croissance, et de voir vraiment l'effet structurel de croissance dans le temps du Bitcoin. Et on peut voir également cette croissance dans le temps du Bitcoin à travers la moyenne des 200 dernières semaines du Bitcoin. En anglais, c'est 200 Week Moving Average, qui permet en fait d'estomper les éléments de volatilité court terme du Bitcoin et de voir cette tendance d'appréciation long terme du Bitcoin qui effectivement peut être assez douloureuse sur le court terme avec une volatilité de moins 50 à moins 80%, mais qui crée les conditions pour le nouveau cycle haussier qui en général permet d'avoir des performances de plus de 1000 à 2000%. Et ça, ce type de performance-là potentielle sur un actif qu'on connaît tellement bien, avec tellement de transparence, des règles complètement mathématiques, une sécurité des plus fortes, avec l'équivalent de la puissance énergétique de la Navy américaine sur le réseau de minage Bitcoin. C'est tout à fait unique au monde. C'est la première fois de l'histoire qu'on a accès à une telle asymétrie d'informations
et a une telle capacité de bénéficier de cette asymétrie d'information. Et la meilleure manière de procéder, c'est d'en apprendre plus sur le Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on fait ce Weekly Bitcoin, cher Rémi. En effet. Et puis, je pense que contrairement à tous les autres crypto-actifs, le Bitcoin est vraiment sur un marathon. Et voilà, pendant un marathon, même, je pense, une course automobile, il faut un peu de temps entre deux grands rallyes pour, voilà, comme tu disais, les tuyaux, la mécanique, que les pilotes se reposent un peu et build et fabriquent tous ces nouveaux circuits, ces nouveaux moteurs, ces nouvelles machines qui vont permettre d'être encore Exactement. plus puissants au prochain rallye. Donc tout ça est plutôt positif et on souhaite à ce cher Bitcoin de vivre un prochain cycle encore plus impressionnant que ce dernier-là, puisqu'on oublie souvent de le dire en bear market, mais en effet, le cycle précédent était déjà très impressionnant. Pour terminer, on va venir du côté de la France, puisque va se dérouler bientôt la Paris Blockchain Week. Et notre président Emmanuel Macron va intervenir, faire un discours et sûrement alors nous parler de rôle des actifs numériques pour financer peut-être la défense, l'innovation en IA aussi en France et peut-être l'euro numérique. Qu'est-ce que tu en sais, Alexandre? Alors, c'est une excellente nouvelle à nouveau. Ça montre qu'il y a des évolutions majeures qui sont en train de se dérouler. Il y a eu une prise de conscience majeure en fait du gouvernement sur l'importance du minage de Bitcoin, l'importance stratégique de la détention de Bitcoin à travers le minage de Bitcoin, qui permet à un État d'avoir en fait une manne de réserves de capital qui est totalement souveraine, digitale et qui a de nombreux avantages et qui permet en plus d'avoir une souveraineté et une rentabilité énergétique associée à ça, la puissance nucléaire de la France. C'est vraiment tout à fait significatif. La France également se rend compte du bouleversement que représentent les stablecoins dollars, parce que même en Europe, 95 ou 99% des stablecoins, c'est du dollar. Et donc ça veut dire quoi, Rémi? Ça veut dire que personne ne veut de l'euro à l'ère digitale. Cette réalité, elle est glaçante et elle est la réalité d'un standard monétaire qui est celui du dollar américain, qui lui-même perd 7% de sa valeur de pouvoir d'achat par an. Donc personne ne veut de l'euro et l'actif qui est choisi perd lui-même 7% de sa valeur de pouvoir d'achat par an. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le président Macron va certainement intervenir à la Paris Blockchain Week pour montrer que le gouvernement donne une attention particulière aux innovations autour du domaine de la blockchain. Et ça, c'est la phrase en français pour dire le Bitcoin. En fait, il est tout à fait possible que le mot Bitcoin ne soit pas utilisé dans cette allocution, mais il faut prendre ça plutôt comme quelque chose de politiquement correct vis-à-vis des institutions européennes pour dire on a compris que le Bitcoin avait un rôle tout à fait majeur, on a compris que la tokenisation des actifs financiers était quelque chose qui était en train de se dérouler et on le prend au sérieux. Maintenant, là où je pense qu'il serait bienvenu qu'il y ait quelque chose qui nous surprenne, ça serait de dire que ce qui compte, c'est l'accumulation de Bitcoin, et ce qui compte, c'est la souveraineté énergétique de la France avec le minage de Bitcoin. Et ce que j'envisage qui va se passer, c'est certainement plutôt un axe autour des monnaies numériques, de la nécessité d'avoir un euro numérique et de la nécessité de développer l'écosystème de la blockchain, etc. Mais bon, c'est déjà une avancée, c'est déjà un point positif. Et en fait, si tu veux, ce discours n'aurait pas lieu si le Bitcoin ne représentait pas une classe d'actifs de 2 trillions de dollars aujourd'hui.
Et en fait, ce discours va être amplifié dans le futur, puisqu'au fur et à mesure, eh bien, les produits de crédit digital émis par les Bitcoin Treasury Companies, tels que STRC, Stretch, qui donnent d'un point de vue économique l'équivalent d'un fonds monétaire à plus de 10%, en fait, vont rendre totalement obsolètes les autres alternatives liées aux monnaies fiat traditionnelles et vont de nouveau montrer que l'importance stratégique souveraine pour la France, c'est bien l'accumulation du Bitcoin et que l'accumulation du Bitcoin et bien entendu le minage de Bitcoin permettant également l'accumulation de Bitcoin sont stratégiques non pas seulement pour uniquement la pure thésaurisation de Bitcoin, qui est en tant que tel, bien entendu, le plus important, mais en fait, in fine, pour assurer la pérennité de l'euro en lui-même. Et ça, je pense qu'on n'y est pas encore, mais je pense qu'on y sera dans 5 ans, de la même manière qu'on y est déjà aux États-Unis, même si c'est admis à demi-mot. Le Bitcoin n'est pas une réserve stratégique souveraine des États-Unis pour rien. Si les États-Unis l'ont choisi, ils n'ont pas encore fait beaucoup de choses autour quand même, mais s'ils l'ont dit, c'est parce qu'ils se sont bien rendus compte de ça et que ils ont invité en fait l'intégralité des investisseurs américains à s'exposer au Bitcoin parce qu'ils savent que in fine, plus de Bitcoin est détenu dans un pays, plus ce pays a une monnaie forte. Et je pense qu'on n'est pas encore à cet état en Europe aujourd'hui de réalisation. Je pense qu'il y a beaucoup d'institutions en Europe qui pensent encore que le Bitcoin est en compétition avec les monnaies fiduciaires d'État, alors que le Bitcoin est juste en train d'offrir une solution à la résistance pérenne de ces monnaies d'État. Et alors en effet, c'est encore une nouvelle technologie pour la plupart des institutions en Europe en tout cas. Mais en effet, ça montre qu'ils ont les yeux quand même rivés dessus, qu'il y a une prise de conscience qui n'est peut-être pas celle que les bitcoiners maxi espèrent en France et en Europe, mais c'est déjà voilà, un premier pas qu'on est obligé de saluer. Et, on C'est attend très bien. on attend ce discours avec impatience. C'est dans 2 semaines, il me semble, c'est ça, la Paris Blockchain Week qui se déroule au Louvre et au château de Versailles. Donc, plutôt prestigieux comme environnement pour accueillir le Bitcoin et la blockchain et les crypto-actifs en général. J'ai vu qu'il allait y avoir du bon monde aussi, donc c'est plutôt inspirant. Espérons que notre président y rencontre des acteurs importants et qui puissent débattre avec tout cela et qu'on lui montre que la blockchain et le Bitcoin peuvent servir à plein de choses en France. Et comme tu le disais, toute cette énergie nucléaire qui pourrait aussi servir à la France à miner du Bitcoin, à devenir souverain avec une nouvelle monnaie, ce serait quelque chose de très intéressant. Donc à suivre, on va suivre ça de très près et on en reparlera dans les prochaines semaines. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Alexandre, avant de conclure cette émission? Oui, tout à fait. En fait, Capital B sera bien entendu présent à cet événement et va faire une keynote sur l'importance du développement des marchés de capitaux Bitcoin également. Et donc, on sera ravis de vous y retrouver si vous souhaitez nous rejoindre là-bas. N'hésitez pas à nous faire signe sur X notamment. Et on sera vraiment ravis de faire votre rencontre là-bas. On a une keynote, on a également un espace dédié et une session, un événement privé à l'intérieur de la conférence dédié au développement des marchés de capitaux et de la trésorerie Bitcoin. Et donc, on est ravis d'accompagner cet événement qui est plus généraliste hein, sur le secteur, mais pour que le drapeau Bitcoin soit bien élevé et qu'on n'oublie pas que cet écosystème en fait repose sur Bitcoin et que la blockchain, c'est Bitcoin. Eh ben, le rendez-vous est pris, cher Alexandre, cher lecteur du revenu et investisseur ou curieux du Bitcoin et de Capital B. Je vous invite à vous joindre à la Paris Blockchain Week pour y écouter le discours et la keynote d'Alexandre et de Capital B, ainsi que le discours du président Macron.
C'est ça. Merci beaucoup Alexandre. Je vous rappelle comme chaque semaine que le revenu est disponible en kiosque. Nous avons un hors-série guide des impôts puisque ça va bientôt être l'heure de déclarer ses impôts et ses cryptoactifs évidemment. Et toujours le numéro de mars, Gagner plus avec la science, qui est toujours disponible dans tous les bons kiosques. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci beaucoup Alexandre pour cette analyse de la semaine et je te dis à vendredi prochain. Merci à tous. Merci à toi Rémi et merci à tous, à très vite.